En même temps. En même temps. Mais en même temps. En même temps. Et en même temps. En même temps. En même temps. En même temps. Et en même temps. Ce sont les limites du et en même temps. On ne peut pas être en même temps vegan et manger de la viande. Non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'ils sont deux ce soir sur ce plateau. Bonsoir Aymeric Caron. Bonsoir Paul. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste. Et puis, vous vous définissez sur Twitter comme anhumaniste. Vous êtes un militant des véganes. Et d'ailleurs, vous êtes porte-parole du rêve. On en parlera tout à l'heure. Parce que c'est pas seulement un mode de vie, être végane. Ça devient aussi presque un militantisme, y compris politique. Parce que le rêve, c'est le rassemblement des écologistes pour le vivant. Et bonsoir Perico Légas, merci d'être avec nous. Vous êtes critique gastronomique, vous êtes rédacteur en chef des pages gastronomie de Marianne et vous vous définissez non seulement comme un défenseur mais comme un amateur de la bonne gastronomie française et défenseur, vous aussi militant finalement, défenseur des bons produits français. Ma question elle s'adresse d'abord à vous Aymeric Caron parce que je voudrais qu'on pose les termes du débat. Concrètement, vous êtes devenu végane. Alors attention, hein, végane, c'est plus végétarien. On a longtemps parlé des végétariens. Végétarien, c'était une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Végane, c'est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Et en plus de ça, vous avez un nouveau mot. Vous vous définissez comme anhumaniste. C'est quoi ? Oh, c'est simplement un humanisme réinventé qui inclut les animaux non humains parce que nous sommes, nous, humains, des animaux, ce qu'on a longtemps nié, oublié. Donc déjà, il est important de remettre les choses à leur place, de nous remettre à notre juste place, des animaux parmi les autres animaux, c'est-à-dire que nous faisons partie de la famille des grands singes, les autres animaux sont nos cousins, les vaches sont nos cousines, les chiens, les cochons, etc. Tout ça, ce sont nos cousins. Et les véganes prônent un humanisme qui s'étend donc aux animaux non humains, aux animaux qui ne sont pas tout à fait comme nous, mais avec lesquels nous partageons pourtant beaucoup. Alors justement, hier, vous étiez dans les rues parce qu'il y avait une grande manifestation à Paris qui s'appelait justement, qui était invitée à être une manifestation rouge sans couleur viande pour réclamer la fermeture des abattoirs. Vous y étiez. Cette manifestation, elle montre qu'il y a aujourd'hui un certain engouement pour non seulement la défense des animaux, mais même pour les pratiques véganes. Aujourd'hui, 5% des Français se disent véganes. Perico Légas, est-ce que ça vous a déjà tenté ? Je me pose la question tous les jours. Ah. 5% de véganes, ça veut dire que 95% ne le sont pas encore. Quel beau combat quand on sait qu'on a encore. Et vous savez, comme ceux qui sont encore un peu minoritaires, et là largement minoritaires, donnent de la voix. Mais c'est un vrai débat de société et on ne peut que se réjouir qu'il ait été posé dans ces termes et se réjouir des questions qu'il soulève parce que nous nous sommes rendus compte grâce à L214 avec lequel je peux avoir comme avec Eric d'immenses divergences, véhémentes quelquefois, qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je me revendique comme omnivore. Voilà, je considère que mon humanité, je suis spéciste, c'est-à-dire que je ne suis pas comme Émeric, je considère qu'il y a une différence entre le règne animal et le règne humain, même si j'exige un immense respect pour le règne animal, et y compris dans la consommation et le sacrifice de l'animal, il y a une démarche de respect. Il n'empêche que je le tue. Voilà, ça c'est clair. Bon, je l'assume puisque je suis omnivore. De ce point de vue-là, finalement, c'est aussi assez animal. Je suis un prédateur. Sauf que le prédateur animal, Aymeric et les véganes diront, c'est d'instinct. Moi, je le fais en conscience. Et ils me culpabilisent en disant, tu tues sciemment un animal pour le manger. Je considère que dans mon humanité, il y a de l'omnivorité. Et je vais plus loin, je considère que si l'homme n'avait pas été prédateur et consommateur de produits carnés, la civilisation ne serait pas arrivée où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons, pour des raisons scientifiques, biologiques, qu'on peut se passer de viande et continuer à vivre de façon très saine parce que les nutritionnistes ont démontré que dans le règne végétal... On va y venir, on va y venir très concrètement. Mais moi, j'assume mon omnivorité. Je ne renoncerai jamais. J'ai un combat politique contre la malbouffe. Je suis écologiste sur le terme alimentaire, respect de l'environnement, du durable, du respect du producteur et de la souffrance animale. C'est un combat que je mène parce qu'aujourd'hui, le chantier est énorme. La malbouffe est quand même dominante aujourd'hui en France. Mais de ce point de vue-là, vous êtes plutôt d'accord ? On a un bout de chemin ensemble, c'est indéniable. Ensuite, nous divergeons frontalement. Mais nous avons un bout de chemin ensemble. Moi, je pars du principe que nous mangeons trop de viande. C'est clair. Et je l'ai découvert avec L214 d'abord, de voir ces images-là. Attendez. Voilà. Que nous, je finis juste, nous mangeons trop de viande et surtout trop de mauvaise viande. Mon combat, c'est dans les deux. Nous mangeons trop de viande. Là, on est d'accord, il faut réduire notre consommation de viande. Les véganes veulent la supprimer totalement et les végétaliens la suppriment. Et
surtout trop de mauvaise viande. Je veux revenir à une consommation de viande en tuant des animaux De qualité. à bon escient, dans des bonnes conditions et que la nutrition soit... En gros, ce que vous dit Pierrick Légas à l'instant, Émeric Caron, c'est que vous êtes utile, mais trop jusqu'au boutiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je dirais simplement que nous sommes cohérents, là où les autres ne le sont pas. Il y a un certain nombre de contre-vérités dans ce que vient de dire Perico, mais on y est un petit peu habitué. D'abord, oui, effectivement, il y a des animaux qui mangent d'autres animaux pour vivre. Ce n'est pas le cas de tous les animaux. Les herbivores, non. Voilà, les herbivores, par exemple, ne mangent pas d'autres animaux. Ils vivent très bien. Le fait que nous soyons omnivores ne veut pas dire que nous mangeons de tout. Il y a déjà des aliments que nous ne pouvons pas manger, qui nous empoisonnent, un certain nombre de poissons, un certain nombre de végétaux. Donc déjà, ça ne veut pas dire qu'on peut manger. Ça veut dire qu'on a la possibilité éventuellement d'avoir un choix extrêmement large d'aliments. Ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de manger à la fois des animaux et des végétaux. Ça veut simplement dire que nous avons le choix. Lorsque tu dis que la viande a été essentielle à notre développement intellectuel, là encore c'est une légende urbaine. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, parce que Perico, vous disiez à l'instant, je reprends juste vos propos pour que vous puissiez répondre. Vous disiez, je ne pense pas que la civilisation se serait développée à ce point si nous n'avions pas mangé de viande. Le singe s'est dressé pour devenir prédateur et c'est le fait qu'il soit debout pour chasser qui est fait à développer le cerveau. Alors pourquoi non? Et l'élevage fait partie de notre civilisation. Pourquoi non? Le paléanthropologue Pascal Pic, par exemple, vous expliquera que la viande nous a aidés non pas à développer nos neurones, mais simplement a été à un moment utile parce qu'elle était disponible dans à peu près tous les territoires. En ce sens-là, elle nous a aidés à un moment où, en effet, on avait besoin d'accéder à la nourriture et qu'il n'y avait pas des végétaux partout, dans tous les endroits où on voulait aller. Mais ça n'a pas eu d'effet sur nos neurones. C'est un comportement naturel de l'homme que de manger de la viande. Voilà. Ce qui a aidé au développement du cerveau, c'est autre chose. C'est la découverte du feu. Il y a quelques centaines de milliers d'années, 500 000 ans, 800 000 ans, ça dépend un peu de ce que disent les scientifiques. On n'a pas certitude là-dessus. Tout simplement parce qu'avec le feu, on a pu cuire notamment les végétaux, pas du tout la viande, qui tout à coup sont devenus beaucoup plus efficaces. On a aussi cuit la viande quand même, américain. Oui, mais ce n'est pas. On a fait de la viande aussi, mais c'était notamment l'efficacité énergétique des végétaux qui s'est considérablement développée grâce à la cuisson. Voilà, et on a pu tout à coup assimiler des aliments qu'on n'arrivait pas à assimiler crus. C'est le feu qui a été essentiel dans le développement de notre cerveau, puisque tout à coup, ça a libéré de l'énergie qu'on a pu utiliser pour notre développement intellectuel. Voilà, donc déjà, ça c'est une réponse à quelques légendes. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Alors c'est très intéressant de regarder le passé, de savoir effectivement comment nous sommes arrivés à qui nous sommes aujourd'hui, les Homo sapiens. Mais on sait aussi que nos comportements, et notamment alimentaires, ne sont pas figés. Donc nous devons essayer d'imaginer ce que nous pouvons être aujourd'hui et demain. Et imaginer que demain, nous cesserons tous de manger de la viande, c'est une perspective extrêmement réaliste, nécessaire pour un certain nombre de raisons que je peux évoquer, mais c'est le cœur du débat, mais qui même laisse envisager un développement de notre humanité absolument extraordinaire. Bon, alors pourquoi aujourd'hui, effectivement, il apparaît essentiel d'arrêter la viande, en tout cas de la diminuer le plus possible, et donc carrément de l'arrêter, puisque ça ne sert plus à rien de la manger. Tout simplement, déjà, il y a des raisons sanitaires. Ça, beaucoup de gens s'accorderont sur ce point, à dire qu'effectivement, la consommation de viande excessive, de mauvaise qualité, mais c'est quand même celle que mangent la plupart des gens, provoque un certain nombre de maladies cardiovasculaires, cancers, etc. Et ça, c'est un point fondamental qu'aucun homme politique aujourd'hui ne prend à sa juste mesure. Il y a la raison environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez par exemple l'appel des 15 000 scientifiques qui a été publié il y a 6 mois, 15 000 scientifiques, vous savez, qui avaient lancé un appel pour la planète en disant il y a une urgence, il faut agir maintenant, demain il sera trop tard. 15 000 scientifiques de 184 pays. Ils avaient mis au premier rang de leurs urgences la nécessité de diminuer drastiquement la consommation de viande. Tout simplement parce que la viande est extrêmement demandeuse en eau, vous ne demandez pas de diminuer, vous demandez de supprimer. Il y a quand même une petite différence. Oui, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Pourquoi aller jusque-là? Pourquoi jeter le bébé au du bain? Je voudrais juste qu'on développe cet argument. Parce que moi, je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron, par exemple, dise qu'il veut reprendre le flambeau de la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, et en même temps, ne pas dire un seul mot sur la diminution de la consommation de viande, alors que c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, la viande. C'est extraordinairement polluant, ça pollue les nappes phréatiques. C'est un vrai danger pour l'environnement. Donc aujourd'hui, dans les mesures à prendre immédiatement pour sauver la planète, il y a la diminution de la consommation de viande. Alors ensuite, pourquoi l'arrêter complètement? Ce que je trouve assez intéressant, on va y revenir, mais c'est déjà, si je vous arrête à ce stade, quand je vous demande les raisons pour lesquelles vous êtes venu au véganisme, ce sont des raisons plutôt philosophiques,
environnementale, de réflexion aussi sur le développement de l'humain. Alors, mais attention, ce qui me frappe, c'est que finalement, humaniste, je dirais en tout cas, non, parce que je conteste, ce qui me frappe à ce stade, c'est que vous êtes un critique gastronomique, mais qu'à aucun moment vous ne parlez d'un choix qui concernerait la bouffe, le fait de manger, un choix culinaire, un choix gastronomique, un choix de votre quotidien, ce que vous avez dans l'assiette. Le véganisme est aussi un choix moral. C'est-à-dire... C'est ça, mais encore une fois, ça n'est pas un argument, je dirais, alimentaire. Il est alimentaire, le véganisme, certainement peut être alimentaire, si on vous explique tout simplement que nous trouvons dans les végétaux absolument tous les nutriments dont nous avons besoin et que par ailleurs nous pouvons manger une cuisine extrêmement savoureuse. Voilà, donc ça, on peut ouvrir le débat là-dessus, on va l'avoir avec Perico dans quelques instants, j'imagine. Mais l'autre point fondamental que je n'ai pas encore développé, c'est bien évidemment, et il est fondamental celui-ci, c'est l'argument éthique. C'est-à-dire que nous devons tous nous poser la question, qu'est-ce qui nous autorise à tuer cet animal pour nous en nourrir ? Or, on se rend compte que lorsqu'on creuse la question un tout petit peu, eh bien, il n'y a pas de réponse juste. Rien ne nous y autorise. Nous sommes spécistes dans notre société, c'est-à-dire que nous faisons des choix complètement arbitraires. Nous décidons d'épargner un certain nombre d'animaux de la communauté. Et vous définissez comme, je tiens quand même juste à le dire, antispéciste. Antispéciste. C'est-à-dire que le spécisme, je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Le spécisme, c'est l'idéologie qui établit une hiérarchie entre les espèces et notamment la supériorité de l'être humain sur les animaux. Vous la contestez ? Je conteste en effet que nous soyons supérieurs, nous sommes une espèce dominante. Je conteste que nous nous autorisions à faire subir... C'est pas la même chose, dominante et supérieure ? Ben non, parce que dire que nous sommes supérieurs, ça veut dire qu'on définit un certain nombre de critères qui peuvent, de manière extrêmement nette et précise... Dominant, c'est factuel, et supérieur, ce serait quoi ? Ce serait moral, quoi. C'est-à-dire que nous sommes supérieurs en certains points, et puis il y a d'autres choses. Par exemple, il y a des animaux qui ont l'écolocalisation, qui sont capables de se diriger simplement grâce à un sonar. Nous ne l'avons pas. Il y a des animaux qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, voilà, qui courent beaucoup plus vite que nous. Et sur certains points, on a des capacités cognitives supérieures, effectivement, aux autres animaux. Ça, c'est encore une autre histoire. Oui, le spécisme, c'est effectivement le fait de dire, puisque nous sommes humains, cela nous autorise à faire subir à tous les non-humains des tas de choses que nous n'accepterions pas sur nous-mêmes. Par exemple, si moi je vous tords le bras terriblement, vous allez crier, vous allez faire aïe. Bon, figurez-vous qu'une vache ou un cochon, lorsqu'on le transporte mal dans les conditions dans lesquelles il est transporté, si jamais vous lui tordez le bras, il souffrira de la même manière. Et nous, comme nous sommes spécistes, nous l'acceptons. Le spécisme, c'est aussi faire une différence entre... Vous dites nous, mais vous ne l'êtes plus, justement. Non, je parle de l'espèce humaine. Je m'inclus encore parmi les humains. Le spécisme, c'est aussi faire... C'est assez limite, je trouve, Aymeric Caron. Non, je ne crois pas. Mais enfin, c'est aussi faire une différence parmi les espèces et décider que il y a des animaux qui doivent être épargnés, nos animaux de compagnie, les chiens et les chats, et puis d'autres animaux, les cochons par exemple, qu'on peut maltraiter, qu'on peut violenter, qu'on peut égorger sans le moindre scrupule. Et là, il y a un problème de cohérence. C'est la raison pour laquelle vous me posiez la question tout à l'heure, le vegan n'est pas extrémiste. Il est juste plus cohérent que le non-vegan. C'est en tout cas ce que vous dites. Oui, puisque je me permets de dire ce que je pense. Tout à fait, mais il faut justement que chacun puisse s'exprimer. Et quand on écoute à l'instant Aymeric Caron, si j'ai bien compris, il y a des raisons donc éthiques, morales, environnementales. Mais effectivement, vous disiez finalement... Il se trouve que vous réussissez aussi à trouver des goûts savoureux, etc. Mais là-dessus, vous vous placez pas tellement sur le même terrain parce que vous, Perico Légas, pour le coup, je dirais que s'il y a une hiérarchie des raisons qui vous poussent à manger telle ou telle chose, probablement que la qualité gastronomique viendra en numéro 1, non ? Là, je suis pas sur un débat gastronomique. On pourra y venir. On peut faire de la gastronomie. Je pense qu'il faut quand même à un moment l'introduire, parce qu'à la fin des fins, il s'agit quand même de ce qu'on trouve dans nos assiettes. Moi, je suis que partiellement chroniqueur gastronomique. Je suis journaliste, je m'occupe de questions alimentaires et agricoles, et aujourd'hui, qui est devenu un thème sociétal et politique. Voilà, mon émission sur Public Sénat s'appelle Manger, c'est voter. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, consommer est un acte politique qui implique des responsabilités avec des conséquences très graves sur l'environnement et sur la santé. Là-dessus, vous êtes d'accord sur le concept. Voilà. Et on peut être vegan et grand gastronome, parce qu'il y a dans le véganisme des choix de produits végétaux qui sont excellents, exceptionnels, parce qu'on a des producteurs formidables, et on peut faire des repas de haute gastronomie étoilés au Michelin avec le véganisme. Ça serait un repas qui m'ennuierait un petit peu. Je trouve qu'il serait amputé de quelque chose, mais je le respecte et je me battrai toujours pour que cette sensibilité puisse exister, si ce n'est que je trouve dans la dialectique des véganes et d'Aymeric Caron une forme de croyance, de confession, de dogme, ce sens de la vérité absolue qu'ils posséderaient par rapport à nous, nous rejetant
pour l'instant cordialement, mais quelquefois ça peut avoir des tensions, comme étant quelque part des assassins d'êtres vivants qui est vrai, qui devraient avoir. Il y a les droits de l'homme et les droits des animaux, et nous serions des violeurs de droits d'animaux par une espèce de boulimie, de carnivore, de carnassier. On aura presque. Vous voyez, c'est terrible l'image que l'on a. Mais Moi, alors que je me bats pour justement faire en sorte que cette forme de consommation évolue. L'élevage fait partie du patrimoine agricole français. La consommation d'animaux qui sont élevés à cette fin, c'est-à-dire ces races ont été créées pour cela. C'est peut-être terrible. Mais ce n'est pas une justification Nous ne sommes pas morale, des êtres humains qui nous baladons gratuitement et puis on aurait un couteau et on se mettrait à tuer des animaux pour les manger alors qu'on aurait le choix de manger autre chose. C'est une activité agricole ancienne, constitutive de civilisation, qui forme nos paysages, qui a créé des siècles de traditions et de savoir avec aujourd'hui un comportement alimentaire. Et je me bats pour introduire le maximum d'éthique et nous allons y arriver grâce aux images d'L214 qui sont quand même la révélation d'une barbarie réelle, quelque chose de monstrueux. C'est quand même étonnant, Perico, que tu aies découvert cela avec les images d'L214. Toi qui es critique gastronomique depuis des décennies, tu as découvert tout à coup comment ça se passait dans les abattoirs, dans les élevages. Honnêtement, tu savais pas. J'étais con et grâce à des gens comme toi, je suis devenu un petit peu moins con. Donc on va s'en réjouir. Mais c'est quand même inquiétant sur ton degré de connaissance de ton sujet. Vous voyez, j'ai même pas le droit je me permets de te répondre. J'ai même pas le droit d'abonder dans ce sens. J'ai dit qu'ensuite nous divergeons. Disait du bien de vous, Émeric Caron, prenez-le comme tel. Non, j'explique seulement que le fait de consommer les animaux n'est pas un crime. Je respecte l'opinion. Mais un jour peut-être tu découvriras que c'est un crime, comme tu as découvert ce qui se passait réellement dans les abattoirs. Mais pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas du tout ma conviction. J'ai lu tes ouvrages, j'ai réfléchi, j'ai débattu avec des végétariens, des végétaliens et des véganes. Je considère que le végétarisme et le végétalisme sont des dispositions de comportement totalement respectables. Avec le végan, je suis dans la confrontation idéologique, puisque ce sont des gens qui, malgré tout, espèrent nous imposer un système avec d'excellentes raisons que je respecte, dont nous ne voulons pas. Je serai omnivore jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être réduirai-je sans cesse ma consommation de viande, mais je continuerai à consommer de la viande à partir d'animaux élevés respectueusement, sans souffrance, qui participeront à ce patrimoine agricole. Alors, il y a un point quand même sur lequel on le sent bien, c'est votre prosélytisme, je dirais, Émeric Caron. Pas forcément à vous. Mais non, mais c'est un terme que je conteste complètement. Pourquoi ? Vous aimeriez idéalement quand même, Émeric Caron, que tout le monde devienne vegan. Dans ce cas-là, toute personne qui milite pour une cause est prosélyte alors. Non, parce que chez vous, alors les militants anti-esclavagistes étaient prosélytes. Alors, les militants pour les droits, non, je ne demande à personne de manger de la viande. Je respecte ceux qui n'en veulent pas et je me battrai pour que ces gens puissent continuer à ne pas manger de viande. Je ne vois pas en quoi on est prosélyte. Voilà. J'ai pas compris. Le simple fait de vouloir effectivement développer, y compris politiquement, c'est ça ce qui est intéressant, mais parfois par la violence. Alors c'est pas votre cas, mais Perico Légas à l'instant l'évoquait. Quelle violence ? Il y a quelques semaines, et je voudrais qu'on en voit quand même les images. Il y a quelques semaines, il y a des commerces qui ont été... mais il y a des gens qui sont passés à l'acte. Voilà, il y a des commerces qui ont été vandalisés, notamment à Lille, vous pouvez le voir. Il y a des commandos, ils se revendiquent comme tels, Émeric Caron, c'est pas moi qui l'ai inventé. Des commandos véganes qui disent qu'il faut frapper fort contre les commerces qui vendent de la viande. Donc pour l'instant, les seules images de violence que vous avez montrées, c'est une vitrine brisée, que je regrette, je trouve dommage. Attendez, je vous réponds. Je trouve dommage que des militants aient besoin d'avoir recours à ce genre de méthode pour faire parler d'eux. Mais pourquoi ? Parce que les politiques n'écoutent pas ce que les Français disent sur la cause animale. Il y a eu la loi alimentation et agriculture qui a été votée récemment. Et il y avait des amendements qui avaient été présentés pour tenir compte de ce que les Français veulent pour la cause animale. Ils ont été balayés ? Tous. C'est-à-dire que les Français veulent des caméras dans les abattoirs. Les Français veulent qu'on arrête les élevages de poules en cage. Les Français... À un moment, ça avait été évoqué, l'obligation de mettre des caméras dans les abattoirs. Et effectivement, ça a été rejeté par le gouvernement et par la majorité. Les Français veulent d'ailleurs aussi que 86% des Français sont aujourd'hui pour l'interdiction de l'élevage industriel. Donc, on voit que les Français aujourd'hui ont un vrai souci de la cause animale. Les hommes politiques ne les écoutent absolument pas. Emmanuel Macron est complètement à côté de la plaque. Quand la voix démocratique ne permet pas de faire entendre la voix du peuple, pas la voix de quelques excités ou des 5% de véganes, de la majorité des Français qui aujourd'hui demandent des améliorations sur le bien-être animal dans les élevages. Quand les politiques ne les écoutent pas, et ben voilà ce qu'on obtient. On obtient une vitrine cassée. Ce qui est quand même, pardonnez-moi, extrêmement accessoire. On arrive au cœur du débat. C'est extrêmement minime par rapport à la souffrance et la vraie violence que subissent les animaux, eux, dans les élevages et dans les abattoirs. On arrive au cœur du débat. C'est là mon cheval de bataille, au sens le plus noble du terme, ou ma vache de bataille, ou mon veau de bataille. La façon dont nous consommons, cette consommation de masse mise en place par un système libéral,
de surconsommation pour produire des profits, orchestrée par l'industrie agroalimentaire, elle-même victime de la grande distribution qui veut vendre toujours plus pour toujours plus, a engendré des comportements alimentaires dans lesquels on retrouve cette consommation de viande à bas prix, pas cher. Ce qu'on mange aujourd'hui, 90% de la viande qui est en grande surface, je mets les pieds dans le plat, c'est le cas de dire, vient de viandes qui sont produites et élevées et abattues dans des conditions absolument ignobles. Donc 86% des Français ne veulent plus... Oui, je ne veux plus voir de poulet en batterie, d'œufs qui sont également élevés, produits dans des conditions absolument... Et alors pourquoi Attendez, je finis. Il y a aujourd'hui une forme de consommation possible, raisonnable, rationnelle, respectable de l'environnement, durable, respectable de la souffrance animale, parce qu'on peut tuer un animal sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il souffre. On aura toujours une divergence à un moment donné. Sur l'acte même de donner la mort à un animal. Mais il y a aujourd'hui une façon de pouvoir moraliser, de pouvoir introduire mais des milliards de doses d'éthique dans la façon de consommer qui est absolument en contradiction avec le système dont on nous fait consommer. Et ce gouvernement aujourd'hui, qui est un gouvernement libéral, qui veut le profit des lobbies, des grandes sociétés, c'est son droit, c'est son idéologie, évidemment, n'ira jamais dans le sens d'un abaissement et d'une amélioration de la condition alimentaire et même de l'agriculture. Voilà. Ce sont des industriels. J'entends ce que vous dites effectivement sur le refus du gouvernement d'intégrer notamment ces amendements sur les poules en batterie, sur les caméras dans les abattoirs. Vous êtes là-dessus totalement d'accord. Oui, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi le gouvernement refuse ce que là, on n'est plus sur une question de minorité de 5%, mais non, etc. c'est le poids de lobby. Sur la vaste 75% des Français veulent aussi l'interdiction de la corrida avec mise à mort de l'animal. 90% des Français veulent une interdiction de la chasse le dimanche. Les Français sont également à 60-70% pour l'interdiction des animaux dans les cirques. On voit bien que les Français réclament énormément de progrès aujourd'hui par la condition animale. Mais il y a eu des candidats pour ça. Il y a eu des candidats qui n'ont pas fait des scores honnêtes. Mais bon, il y a eu quand même un mouvement politique pour ça. Non, le seul mouvement politique aujourd'hui qui porte vraiment la cause animale, c'est le REV. C'est le Rassemblement des écologistes. Il y a eu des candidats. Dont, je le rappelle, vous êtes le porte-parole. Il y a eu des candidats pour animaux. Et qui a vocation, je vous arrête juste un instant là-dessus, qui a vocation à faire de la politique autrement que uniquement des manifestations et associatives, qui a vocation à mais on veut des présenter élus, des candidats. on veut être présent aux élections européennes, on veut vraiment compter dans le débat parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui une vraie demande de la population pour ces idées nouvelles. Ils voulaient une incarnation politique, ils voulaient justement qu'il y ait des gens pour qui voter. Parce qu'aujourd'hui, la question de la cause animale est encore extrêmement minoritaire dans le débat politique. Vous pourriez vous présenter demain, Aymeric Caron, comme candidat. J'essaye. Ça n'est pas mon but, parce que dans les nouvelles pratiques, nous, on a un programme global, on ne s'intéresse pas qu'aux animaux. On a un programme sur l'économie, on a un programme sur le travail, on a un programme sur les droits des femmes. C'est une vision globale de société. On ne s'enferme pas dans la question animale pure. Donc, il y a également le souci de nouvelles pratiques démocratiques. Et par exemple, on considère que le porte-parole d'un mouvement n'est pas obligé forcément d'être candidat à des élections. Pas forcément, mais pourquoi pas? Il faudrait vraiment que ce soit la volonté de tout le mouvement, mais ça n'est pas ma volonté. Ça n'est pas ma volonté. Juste une chose, c'est que je vous dis aujourd'hui, Apolline, c'est que la cause animale va devenir une cause politique essentielle dans les années qui viennent. Et on a bien compris que de ce point de vue-là, ça commence à arriver dans certains pays. Vous avez vu l'histoire qui s'est passée en Turquie avec l'histoire d'un chien qui a été battu à mort. Et tout à coup, ce sujet est devenu, pendant la campagne, un vrai sujet sur lequel ont dû se prononcer tous les politiques. Il va y avoir un énorme mouvement politique. Alors, ce que je ne peux pas prévoir, c'est le timing. Est-ce qu'il va prendre dans les mois ou dans les années qui viennent? Mais il va se passer quelque chose d'énorme parce qu'aujourd'hui, il y a notamment chez les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, ceux qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui, la volonté de se tourner vers ce mouvement de défense du vivant en général comme un nouveau mouvement révolutionnaire. Et je rappelle que ça s'appelle le REV, mais le Rassemblement écologiste pour le vivant. Un dernier mot là-dessus avant qu'on fasse une petite pause. Rappelons quand même que le véganisme, c'est aussi pas de laine, pas de cuir, même pas de miel, puisque les abeilles sont des ouvrières, finalement on exploite leur travail. Voilà, moi je crois que là-dessus, honnêtement, je voudrais vous entendre, Aymeric Caron. Je crois que dans le véganisme, il y a des gens qui sont peut-être totalement mus par des certitudes et des convictions pures et profondes comme Aymeric. Il y a aussi des gens qui ont trouvé une nouvelle idéologie de la contestation. Comment contester le capitalisme, la société de consommation, et on se réfugie. Alors ces gens-là ils le font parce que finalement, le plus manger de viande, je veux dire, c'est un stigmate de contestation du système. Indignez-vous, arrêtez de manger de la viande. Non, là où c'est politique, là où c'est éminemment politique, c'est que le véganisme, c'est un refus de l'exploitation des plus faibles. Et alors, donc, c'est une prolongation, si vous voulez, des grands combats sociaux et politiques des siècles derniers. Et les animaux non humains sont aujourd'hui des opprimés qui n'ont même pas la capacité de se défendre avec leur propre voix. Vous ne portez pas de laine? Non. Vous ne portez pas de cuir? Cuir, certainement pas. Et vous ne mangez pas d'œufs, hein?
On est d'accord. Alors que les œufs, j'ai un débat avec les véganes, figurez-vous. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, les œufs, c'est pas une exploitation, ils sont pondus par la poule. Non, parce qu'il faut connaître le système des œufs. Vous savez que pour obtenir des œufs, on a d'abord sélectionné des poules pondeuses, et que pour sélectionner ces poules pondeuses, on l'a sélectionné à la naissance, et on a donc éliminé à la naissance tous les poussins mâles. Oui, mais alors attention. Donc on génère de la mort. Et si la réponse était de garder les autres poussins, il serait possible. Est-ce que vous accepteriez dans ce cas-là de manger des œufs? Parce que vous savez que le mouvement vegan génère des vraies réflexions. C'est ça qui est passionnant. Vous voyez, là, en tout cas, ça a suscité chez moi une réflexion. Même chez les industriels. Donc aujourd'hui, attendez, je réponds à votre question, Apolline, écoutez-moi. Donc justement, aujourd'hui, il y a une entreprise qui a réfléchi à la possibilité, par exemple, de déterminer le sexe du poussin alors que l'embryon ne s'est pas encore développé. Ce qui pourrait effectivement être une réponse. Il y a également une entreprise qui a imaginé autre chose, c'est vous pouvez manger ces œufs avec bonne conscience, car les poules qui pondent ces œufs, parce qu'il faut savoir aussi que dans le système de production actuel, les poules ne vivent qu'un an à peu près, tellement elles sont surexploitées, et ensuite elles partent bien sûr, à l'abattoir. Ça, on rejoint le débat boulanger. Il ne le fait pas germer, parce qu'elle ne voit pas le coq, donc ne le fait pas germer. Alors, donc il n'y a pas d'embryon. Il y a une entreprise, par exemple, qui dit mangez des œufs éthiques. Nous, les poules, on vous le promet, on vous le garantit, elles ne seront pas tuées, elles terminent leur vie dans une espèce de sanctuaire à poules. Mais on comprend bien que la limite de tout cela, et c'est aussi la limite qu'il y a avec le raisonnement de Perico, c'est que ce sont des systèmes qui ne peuvent fonctionner que pour des produits dits de luxe, puisqu'on ne peut pas nourrir une population entière. Mais non, mais si tout à coup on se met à récupérer toutes les poules pondeuses en leur disant elles peuvent vivre toute leur dernière vie dans un sanctuaire. Là, il m'appelle sur un piège. Non. Donc, je réduis ma consommation. Et avec cette réduction. On va bientôt être 10 milliards d'habitants sur cette planète. Justement, on voit bien que on ne peut pas nourrir tous ces habitants avec des produits. Je réduis ma consommation de viande, et avec la réduction de la consommation, je continue à en consommer de la bonne qualité, comme celles qui ont du moyen, mais beaucoup moins. On se retrouve dans un instant avec vous deux sur la question notamment aussi de quel équilibre pour sa santé avec cette alimentation. Et je voudrais juste avant la pause qu'on regarde cette fameuse image, puisqu'on parlait d'œufs. Il y avait ces petits émoticônes qui sont donc sur nos téléphones portables. Jusqu'à présent, il y avait une salade avec un œuf. Eh bien, l'œuf a disparu pour justement mettre en place une salade où il n'y a que tomates et salade. Vive le véganisme, visiblement, qui est imposé à tous dans nos téléphones. À tout de suite. Alors, vegan ou pas vegan? On poursuit le débat avec vous, Aymeric Caron, avec vous, Perico Légas. À l'instant, on parlait des raisons morales, éthiques, y compris environnementales, disiez-vous, qui peuvent pousser au véganisme. La question ensuite, c'est son application concrète et aussi l'impact sur la santé. Concrètement, Aymeric Caron, comment vous faites pour équilibrer et pour compenser ce que votre corps recherche comme protéine? C'est encore une vieille légende urbaine, mais qui est entretenue là encore par des lobbies. Ah bah alors allez-y, vous avez libre antenne pour justement... Qui voudraient nous laisser croire qu'en effet, on a absolument besoin de viande ou de produits animaux pour être en bonne santé. Vous les compensez? Bien sûr. Alors comment? On trouve absolument tout dans les céréales, les légumineuses, les légumes en général. Il n'y a absolument aucun problème. De plus en plus de sportifs aujourd'hui sont véganes. Tiens, je vous conseille à tous d'ailleurs un excellent restaurant vegan à Monaco, qui est le restaurant de Novak Djokovic, qui est lui-même vegan. Alors c'est pas pour les pauvres, mais on peut quand même y aller. Ah non, justement, il est bon marché. Enfin bon. Non, mais je cite celui-là, mais il y en a plein. Mais pourquoi je vous cite celui-là? C'est parce que c'est Djokovic. Mais des sportifs, Bode Miller, par exemple. Oui, ce qui n'a pas empêché d'être en forme, c'est ce que vous nous dites. Non seulement être en forme, mais en plus de faire des performances physiques bien au-delà de ce que le commun des mortels est amené à faire tous les jours. Donc, ce que je vous ai expliqué. Après, il y a de nombreuses études qui montrent que ces régimes-là permettent au contraire souvent de vivre en meilleure santé plus longtemps. Donc, alors il n'y a absolument aucun problème. Il y a certains qui se sont essayés à cette pratique du véganisme, parfois avec conviction et parfois avec regret. Je voudrais quand même que vous puissiez réagir à ce que dit Stanislas Kralan. Il est journaliste, il est ancien vegan, il a écrit L'expérience alimentaire et il a été interviewé par l'Obs. Regardez. Pour moi, être vegan, ça a été une expérience, je pense, les plus difficiles de ma vie, que ce soit physiologiquement et psychologiquement. Ce qui est très étonnant, rétrospectivement, c'est que lorsque je suis devenu vegan, il y a tout un tas d'effets délétères qui sont apparus. Et le premier d'entre eux, c'était le matin. J'étais toujours fatigué. Je me réveillais jamais avec l'impression d'avoir assez dormi. Mon oreille droite a commencé à complètement dysfonctionner, c'est-à-dire qu'elle ne supportait plus le bruit d'une cuillère qui tombait par terre. Tout ça a disparu à partir du moment où j'ai repris une alimentation plus riche en produits animaux et plus riche en viande. Le pire pour moi, ça a été les symptômes
psychologique. Je ressentais un violent, très violent rejet du monde que j'ai trouvé dans d'autres témoignages d'anciens végétaliens. Je pense qu'on peut clairement parler de dépression dans mon cas, puisque je me suis retrouvé chez le psychiatre qui m'a prescrit des antidépresseurs. Qui lui a prescrit des antidépresseurs et la reprise de la viande. Sans vouloir manquer de respect à ce monsieur, son témoignage ne vaut rien du tout. Vous en avez conscience, vous qui êtes journaliste. Alors pourquoi justement? Non, mais chaque témoignage humain de celui qui a vécu le véganisme vaut ce qu'il vaut. Non, parce que, je vous réponds, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas d'où il parle, je ne sais pas. Alors pour vous qui pouvez il dire travaille. son livre. Hein. Son livre, c'est l'expérience alimentaire. D'accord, je ne sais pas dans quel cadre il a fait cette expérience. Est-ce que par exemple c'était un omnivore comme Perico et qui s'est dit je vais tenter le coup, mais sans aucune conviction. Pardon. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça aussi que je vous demande la recette. Je voulais juste répondre à ce témoignage. Je termine. On ne sait pas dans quelles circonstances il a établi ce régime. Si c'était juste pour faire une expérience, mais sans aucune conviction, c'est évidemment beaucoup il plus pas dur. Non, il le dit. Il le dit. Alors, est-ce qu'il c'est pas clair. Ça n'est pas clair. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres phénomènes, d'autres facteurs dans sa vie qui ont nui à sa santé, à son sommeil? On n'en sait strictement rien. Pour faire des études comme celle-ci, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de sujets. Dans ces cas-là, Émeric Caron, on ne va pas rentrer là-dedans parce que dans ce cas-là, il faut aussi vous dire sur une antenne d'une chaîne d'information, une physiologie ou un métabolisme qui nous permet de faire face plus loin. Nous sommes tristement inégaux. On a le droit de partager le livre, mais avant d'écrire le livre, il a consulté des médecins. Bien évidemment, lorsqu'on suit un régime vegan, il faut simplement faire attention à équilibrer sa nourriture, à aller chercher les nutriments là où ils sont. Il faut donc se renseigner un petit peu parce que ce qui est exact, c'est que c'est une nouvelle cuisine qu'on invente et que ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires. On a été habitués, effectivement, la plupart d'entre nous, à manger son steak, ses frites, sa salade. En gros, on a en tout cas en France l'entrée, plat, l'étage, dessert. On a d'ailleurs constitué le repas depuis quelques décennies d'une manière qui est déraisonnable puisqu'il ne faudrait pas constituer autour de la viande et il aurait même la viande initialement, ça n'était qu'un petit complément des légumes. Mais au-delà de ça, oui, il faut faire attention, il faut apprendre où aller chercher ce dont on a besoin, découvrir de nouveaux aliments et prendre le temps parfois de cuisiner. Alors même si Émeric Caron a tranché, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'au moins les conclusions sont nettes. Parce que toi, tu ne tranches pas. Je suis dans les débats, l'ouverture et l'interrogation. Bien sûr. Ce n'est pas ton cas, parce que toi, tu es pétri de certitude, sincère. Mais une conviction, c'est important. Tu sais que l'humanité n'a progressé que parce que des gens avaient des convictions et qu'ils sont battus pour leurs convictions. Ça, tu vas pas me le reprocher. Les convictions valent les miennes. Voilà. Et les miennes méritent le respect que j'accorde aux tiennes. Le débat n'est pas tranché, il y a d'éminents. Même si circuler, il n'y a rien à voir. Il y a d'éminents nutritionnistes, médecins qui considèrent que pour certaines populations et pour certains métabolismes, surtout dans l'enfance, la consommation de protéines carnées est obligatoire. Oui, il y a des individus qui peuvent Ce sont les nutritionnistes qui sont payés par des lobbies, notamment des produits laitiers. Si on jette anathème tout de suite sur les gens qui si tu prends l'association des diététiciens américains, l'association des diététiciens américains sont tous dit exactement le contraire. Le journaliste que je connais, qui est éminent, il a bossé avant d'écrire ça, il a vérifié que ce qu'il disait n'était pas des bêtises. Là, il a juste dit, je me suis senti pas bien, c'est pas un travail scientifique. Oui, mais quand tu lis le livre en entier, c'est une démonstration scientifique. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme toute démonstration scientifique. Elle peut être constatée. Pour lui, c'est une vérité. Alors la science, ce qu'il a vécu est sincère. Il s'est assuré que ce qui est... Mais ensuite, il peut... L'association des diététiciens américains, qui est composée de plusieurs dizaines de milliers de membres, 70 000 membres, par exemple, et dit que le régime vegan, les régimes végétaliens ou végétariens sont adaptés absolument à toutes les populations. De Malherbe. Et qu'il n'y a aucun risque pour les populations que ce soit... Je peux finir ou pas? Merci, Perico. Tu as beaucoup parlé. Oui, mais Perico, les gars, ça n'a pas eu autant de temps que vous pour sur le véganisme, semble-t-il, et il me semble que je le défends un peu plus que Perico. Ah bah, donc, bien si vous sûr, me laissez mais la possibilité de développer mes arguments. Oui, mais quand j'entends des contre-arguments, quand j'entends des contre-vérités, quand j'entends des choses qui sont entièrement fausses, qui font partie effectivement de cette petite musique trop violente, je parle pas de contre-divergence. Vous ne pouvez pas refuser que certains ne soient pas d'accord avec vous. Juste répondre, Perico vient d'expliquer qu'il y avait des nutritionnistes. Donc c'est moi qui lui réponds en disant Perico ne colporte pas ces fausses informations, puisque les nutritionnistes sérieux, notamment dans les pays anglo-saxons, disent exactement l'inverse. Merci d'y venir. Ne sont absolument pas nocifs pour la santé. Merci d'y venir. Toutes les études qui ont été, les anathèmes qui ont été jetés sur la viande, en une du Monde il y a quelques années, ce sont des études essentiellement faites sur le comportement du consommateur anglo-saxon, notamment américain, où la consommation de la viande est une véritable barbarie. Les feedlots, ce sont des élevages de vaches de 60 ou 75 000 animaux entièrement nourris au tourteau de soja OGM, c'est-à-dire on est dans l'industrialisation intensive de la viande, c'est une infamie. Les Américains consomment 4 fois plus de viande que nous en quantité, ce sont des rations de 450 à 500 grammes, ils la cuisent, vous savez, à la flamme directe. Avec... Français, hein. Mais rien à voir, là en France c'est 150 grammes, 0,5. Souvent c'est cru. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune comparaison entre le comportement alimentaire des Américains et des Français. 4 fois plus, c'est faux.
Il n'y a aucune comparaison et les statistiques qui nous sont balancées à la figure sont celles qui viennent des études américaines. Sur le comportement de la viande française, d'éminents médecins, cancérologues, nutritionnistes se sont penchés dessus. Qui ? Je vais t'en citer si tu veux. Bah, cite-les. Mais Fricker, Ils ont dit Focol, quoi Ils ont dit quoi que la consommation de viande n'est pas un danger. Voilà. Ah, attends. Oui, d'accord, Voilà. je pensais que tu parlais des régimes véganes. Je pensais que tu allais me parler des régimes véganes. Non, je suis pas des régimes mais véganes. le régime vegan, si on mange pas de viande. Je t'ai dit que le fait de non consommer de la viande peut être un problème pour certains individus et certains organismes. Et que la viande française Il n'y aujourd'hui, a aucune carence. Non, il n'y a bien sûr aucune que si, il y a carence. des carences, mais elles peuvent être compensées. La Voilà. seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est la B12. Donc il faut effectivement Alors se la B12, complémenter. vous pouvez juste préciser en B12, c'est une vitamine effectivement qu'on ne synthétise pas nous-mêmes, donc on doit aller chercher ailleurs. On peut la trouver notamment dans les algues, à par travers exemple. notamment les vaches, par exemple. Alors ça pas toutes, parce qu'il faut savoir que les vaches, la viande industrielle, par exemple, ne synthétise plus non plus cette B12. Donc on leur donne eux-mêmes à ces animaux mais on est contre la viande Alors industrielle. comment vous la compensez, vous ? En mangeant des petits cachets de B12, on peut la trouver dans les algues, par exemple. On fait ses courses avec une ordonnance C'est et la on seule passe chose d'abord sur par la laquelle fin. il faut faire un tout petit peu attention. Pour le reste, on trouve absolument tout ce qu'il faut en associant je n'irai pas à la pharmacie. convenablement. Parce que la question qui nous est parfois opposée, c'est celle des acides aminés essentiels. On dit oui, mais les acides aminés essentiels, c'est uniquement dans la viande. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Ces acides aminés essentiels, on les trouve également dans les végétaux. Simplement, faire des combinaisons entre légumineuses et céréales. Je me bats contre la malbouffe. Un dernier mot chacun. Pour éviter que des gens mangent des pâtes à tartiner de réputation internationale qui ont fait de la polémique. Je me bats pour qu'on arrête de manger des sandwichs en fast-food, que l'on boive des sodas sucrés. Vous voyez mon combat. Non mais il y a c'est beaucoup plus urgent. Ces consommations-là tuent beaucoup plus de gens, rendent beaucoup plus malades, détruisent l'environnement et pourrissent la société de façon beaucoup plus grave et tragique que le fait de manger un beefsteak de bave française élevé dans le bocage normand. Il y a quand même aussi... Arrête en 2 minutes quand même de délirer. On sait, c'est important de savoir effectivement d'où on parle. Et il y a aussi une grosse différence entre Perico et moi. C'est que moi, je ne vis pas du véganisme. Je ne suis pas... ce n'est pas mon métier. Vous voyez, moi je suis journaliste, je suis écrivain, il m'arrive de parler ça dans mes livres, mais ce n'est pas mon fonds de commerce. Il se trouve que Perico travaille depuis des années pour la viande et pour certains lobbies. C'est pas le lobby de la viande industrielle, pas du tout. C'est un autre lobby, ce sont les petits agriculteurs. Donc il manque quelque peu d'objectivité lorsqu'il parle de ces sujets. Vous l'avez revendiqué vous-même. Mais je le fais avec un désintérêt total. Je vais même vous dire, ça même plutôt nuit à mon métier, à ma carrière, qu'autre chose. Le fait de vouloir embrasser cette cause de manière effectivement complètement gratuite. Lorsqu'on ne parle pas de la même chose. Perico est lié depuis des années au monde de l'élevage. Je serai représentant du lobby migrant. C'est fabuleux quand même. Comment voulez-vous faire dire à quelqu'un qui vit de cela depuis des années, qui passe son temps à faire des chroniques sur le bon petit éleveur, etc. Tout à coup, comment vous lui faire dire que oui, on aurait raison d'abandonner la viande? Vous ne pouvez pas dire que vous-même, vous avez écrit un certain nombre de... Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en l'occurrence, vous avez écrit un certain nombre de livres. Mon journalisme défend le patrimoine artisanal des agriculteurs, et donc c'est un lobby qui me paye pour défendre cette cause. Vous avez fait aussi de la défense du véganisme, quand même, l'un de vos moteurs, y compris en termes de livres, c'est important. Oui, je vous dis, mais ça s'est passé un petit peu à l'inverse. Je vous explique quelque chose, Apolline. J'étais journaliste. Il est pur et pas moi. Oh, je parle pas de si. Je n'aurais certainement pas. Je dis simplement que moi, ce n'est pas mon fonds de commerce depuis 30 ans. Mais c'est pas un fonds de commerce, je fais du journalisme. J'étais journaliste de l'information. Comme vous. Et j'étais même dans une émission qui était extrêmement médiatisée. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon premier livre qui parlait de ce sujet. Et je l'ai sorti comme un journaliste. C'était une enquête sur notre consommation de viande, quels étaient les comportements qu'il fallait qu'on adopte, etc. Et j'en arrivais à la conclusion qu'on devait tous devenir végétariens pour un certain nombre de raisons, certaines qu'on a évoquées ce soir. Il se trouve que en France, on n'aime pas les journalistes qui affichent des opinions claires et tranchées. Et donc, ce sujet Donc vous avez le sentiment, à la limite, d'avoir été en quelque sorte mis dans une boîte. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça m'a plutôt, en termes de métier, ça m'a plutôt défavorisé qu'autre chose. En revanche, j'assume complètement le fait que je parle dès que je peux ce sujet. Mais comme vous le voyez, le bonheur de cette émission, c'est justement qu'on ne met personne dans des boîtes, ou alors que tous ceux qui sont dans des boîtes sont les bienvenus. Merci à tous les deux d'avoir été là et d'avoir défendu chacun votre point de vue. Merci Perico Légas, merci Aymeric Caron. Dans un instant, rien à voir. On verra si vous avez été convaincus par le véganisme, mais on va parler d'Europe, parce que l'Europe est aujourd'hui en crise. Est-ce une crise dont elle se remettra? Savoir d'où on vient pour savoir où on va, on en parle avec Franck Ferrand dans un instant, à la fois historien, spécialiste de toutes ces questions-là. Donc on va revivre le fil de l'Europe. À tout de suite.